Dans les années 90, la France n'est pas le pays que l'on imagine spontanément au centre de la musique électronique mondiale. La house s'est développée à Chicago. La techno a pris forme à Détroit. L'Angleterre a donné au rave une ampleur culturelle énorme. Berlin, Manchester, Londres, New York ou encore Ibiza sont déjà des noms associés au club, au rave et aux nouvelles musiques électroniques. La France, quant à elle, semble avancer à côté. Paris possède des lieux importants, mais le pays n'a pas encore cette image de laboratoire mondial de la musique de club. À l'étranger, on ne pense pas immédiatement à la France quand on parle de basses répétitives, de sampleurs, de house filtrée ou de morceaux capables de traverser les frontières sans passer par le format classique de la chanson. Et c'est précisément ce décalage qui rend l'histoire intéressante. La French Touch ne surgit pas comme un mouvement organisé, elle se forme par étapes, par rencontres, par labels et parfois même par malentendus. Le nom donne l'impression d'une marque déposée, mais la réalité est plus souple. Ce que l'on appellera French Touch réunit des artistes qui ne font pas tous la même musique et qui pendant quelques années donnent à la France une visibilité nouvelle dans l'histoire de l'électronique populaire. Et pour comprendre cette bascule, il faut remonter plus loin que les Daft. Non pas pour inventer une filiation artificielle, mais pour rappeler que la France entretient depuis longtemps un rapport particulier au son fabriqué. En 1948, Pierre Schaeffer, compositeur, ingénieur et homme de radio, développe la musique concrète. Son idée consiste à composer à partir de sons enregistrés, et non plus seulement à partir de notes jouées par des instruments traditionnels. Un bruit, une voix, un objet sonore, un fragment du réel peut être isolé, monté, répété et transformé. Avec Pierre Henry, autre figure majeure de cette aventure, puis avec le groupe de recherche musicale. Cette approche installe en France une autre façon de penser la musique. Le son devient alors une matière. Plus tard, l'IRCAM prolonge à sa manière cette relation française entre musique, technologie, acoustique et informatique. Dans les années 70, les machines quittent progressivement le domaine savant. Jean-Michel Jarre donne au synthétiseur une portée populaire avec Oxygène. Céron fait entrer le disco français dans des formats plus longs, plus sensuels, plus adaptés à la piste. Didier Marouani et Space imposent une électronique instrumentale futuriste, immédiatement reconnaissable. Ces artistes n'appartiennent pas à la French Touch des années 90, mais ils préparent une idée essentielle. Une musique fabriquée avec des machines peut toucher un public immense, voyager hors de France et produire un imaginaire. La génération suivante va chercher ailleurs son carburant principal. Elle écoute la house américaine, la techno de Détroit, le hip-hop, le funk, le disco, l'acid jazz, le trip-hop anglais. Elle apprend par les disques, par les maxis importés, par les radios spécialisées, par les DJ qui reviennent de Londres ou de Manchester, avec une autre idée de la nuit. À Paris, le Palace compte dans cette histoire, pour une raison précise. En juin 1987, Jean-Claude Lagrèze, photographe très présent dans les nuits parisiennes, y organise des soirées baptisées French Touch. Le nom existe donc avant le mouvement que l'on associera plus tard à Daft Punk, Air ou Cassius. À ce moment-là, il ne désigne pas encore une scène internationale, mais une soirée parisienne où la house commence à trouver sa place. Laurent Garnier, Guillaume La Tortue et David Guetta, encore jeunes, font partie de cette première circulation autour des nuits house françaises. La deuxième étape arrive en 1991. Éric Morand, figure centrale de la jeune scène électronique française et responsable de Fnac Music Dance Division, fait imprimer au dos d'un blouson une phrase devenue décisive. « We give a French touch to house ». Et la formule résume mieux que n'importe quel manifeste ce qui va suivre. Il ne s'agit pas de prétendre que la France invente la house. La phrase dit autre chose. La France peut prendre cette musique venue d'Amérique et lui donner une patte, une couleur, une manière de produire et de présenter les choses. Ce détail est essentiel, car le mot French Touch ne tombe pas du ciel quand Daft Punk explose, mais il a déjà une histoire. Cette division dance va produire ou accompagner les premiers pas de plusieurs figures importantes, dont Laurent Garnier, Chaz ou Ludovic Navarre, qui deviendra Saint-Germain. Après la faillite de Fnac Music, Éric Morand et Laurent Garnier poursuivent l'aventure avec F Communications, l'un des labels décisifs de l'électronique française.
Le terme devient vraiment puissant quelques années plus tard, quand les journalistes britanniques s'en emparent. À partir de 1996, les productions françaises arrivent de plus en plus souvent outre-Manche. Les Anglais cherchent un nom pour raconter cette vague. Ils parlent parfois de French Disco, de Paris Beat, de French Hype, puis French Touch finit par s'imposer. Le mot naît donc dans les nuits parisiennes, passe par un slogan de label, puis devient une étiquette internationale grâce au regard britannique. Laurent Garnier occupe une place à part dans ce récit. Il ne représente pas la French Touch au sens strict du son filtré et disco que l'on associera plus tard à certains producteurs, mais il est l'un des grands passeurs de cette culture. Son passage par Manchester lui permet de vivre l'acid house de l'intérieur. Quand il revient jouer en France, il apporte autre chose qu'une sélection de disques, mais une compréhension du club comme espace de durée, de tension et de transformation. Il contribue à faire prendre au sérieux une musique que beaucoup considèrent encore comme marginale. Au début des années 90, la scène française reste fragile. Les grandes maisons de disques ne savent pas toujours quoi faire de ces morceaux, sans chanteur évident, sans refrain traditionnel, sans groupe à photographier comme une formation rock. Les artistes s'organisent donc autrement. Les labels indépendants deviennent des outils de survie, puis des marques de confiance. F Communications donne une structure à une électronique française exigeante. Yellow Productions, fondée par DJ Yellow et Bob Sinclair, ouvre des portes à l'étranger. Source accompagne une certaine modernité française, notamment autour de R. Solid joue un rôle important pour Cassius. Roulé, créé par Thomas Bangalter, et Cris d'amour, lié à Guy Manuel de Women Christo et Eric Chedeville, installe des catalogues plus confidentiels mais très recherchés. Versatile, autour de Gilbert, explore une autre voie, plus souple et moins immédiatement commerciale. Ces labels comptent parce qu'ils évitent à la scène française de rester un simple ensemble de morceaux isolés. Ils donnent des repères, ils créent des familles esthétiques. Ils permettent aux disques de voyager, aux journalistes étrangers de suivre le phénomène, aux clubs anglais de repérer cette production française qui commence à arriver. Dans cette histoire, Versailles occupe une place particulière. La ville n'a rien d'une capitale électronique évidente. Elle évoque plutôt l'ordre, le classicisme, une forme de calme bourgeois. Pourtant, plusieurs artistes majeurs s'y croisent et s'y forment. R, Phoenix, Alex Goffer, Étienne de Crécy, mais aussi des personnalités liées au clip, au graphisme et à l'image. Cette origine versaillaise apporte un élément que l'on oublie souvent. Beaucoup de ces musiciens viennent d'abord du rock, de la pop ou des groupes. Ils ne sont pas tous des DJ devenus producteurs. Certains ont appris la musique par les instruments, les arrangements, les répétitions, les claviers et les guitares. Cette culture va changer leur rapport à l'électronique. Elle explique en partie pourquoi la French Touch ne se réduit pas à un simple son de club. Elle peut être mélodique, visuelle, cinématographique, parfois presque pop. Le cas de Darlene est devenu symbolique. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Women Christo jouent brièvement dans ce groupe avec Laurent Brankovitz, futur guitariste de Phoenix. Le projet ne dure pas, mais il laisse une trace, car Bangalter et Women Christo deviennent Daft Punk. Et Brankovitz rejoint Phoenix. Cette bifurcation raconte très bien l'époque. Une partie de la jeunesse musicale française passe du groupe aux machines, mais sans abandonner totalement la culture pop dont elle vient. En 1996, Pansoul de Motor Bass marque une étape décisive. Étienne de Crécy et Philippe Zdar y donnent une forme solide à une house française qui n'a plus besoin de se justifier. Le disque n'a pas l'impact populaire que connaîtra Homework l'année suivante, mais son importance est majeure. Il montre que la France peut produire une musique de club profonde, crédible, travaillée, capable de dialoguer avec les références américaines sans s'effacer derrière elles. Philippe Zdar devient ensuite une figure essentielle avec Cassius, formé avec Hubert Blanc-Francard, alias Boom Bass. Zdar représente une idée très précise du studio. Chez lui, la technique n'est pas une démonstration froide. Elle sert à donner du corps au son, à créer de la chaleur, de la pression, une présence presque physique. Cette approche compte beaucoup dans l'identité française des années 90 et le studio devient un instrument à part entière. Daft Punk change l'échelle en 1997 avec Homework. Le
Le disque arrive dans une scène déjà en mouvement, mais il lui donne une force internationale inédite. Ce premier album garde une rugosité que l'on oublie parfois en regardant le groupe à travers ses années plus pop et plus monumentales. Homework sonne comme un disque de machine, utilisé avec une énergie directe. Le titre raconte d'ailleurs une part du projet. Un travail autonome, fait loin des circuits classiques, avec des outils que l'on peut s'approprier soi-même. La puissance des Daft ne tient pas seulement aux morceaux. Thomas Bangalter et Guy Mann comprennent très vite que l'électronique permet de modifier l'image du musicien. Plutôt que de devenir des stars classiques, ils construisent la distance. L'anonymat puis les robots transforment le duo en figure immédiatement reconnaissable. Ils ne se contentent pas de participer à la French Touch, ils lui donnent une mythologie mondiale. Air ouvre une autre voie en 1998 avec Moon Safari. L'album montre que l'électronique française peut exister hors de l'efficacité du club. Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel travaillent la lenteur, la texture et l'espace. Le disque s'appuie sur des instruments qui donnent une couleur très particulière. Le Fender Rhodes, le Solina String Ensemble, le Korg MS-20, le Mini Moog, le Moog Source, le Wurlitzer, le vocoder, les basses jouées, les guitares. Chez Air, les machines ne cherchent pas à remplacer l'humain. Elles prolongent un monde instrumental déjà très présent. Cette dimension est précieuse. Le groupe se raconte alors par un univers. Moon Safari donne l'impression d'une électronique qui ralentit, qui respire, qui devient presque un décor. Sofia Coppola utilisera cette sensibilité avec Virgin Suicide. Puis Phoenix trouvera également une place dans son cinéma avec Lost in Translation. Cela montre que la French Touch ne concerne pas uniquement la dance, mais elle touche également l'image, le souvenir et le style. Cassius, de son côté, garde un rapport plus physique à la house. Avec Philippe Zdar et Boom Bass, le son français conserve un lien fort avec le funk, le hip-hop, le disco et la culture du studio. Daft Punk construit la mythologie. Air installe une atmosphère. Cassius remet le groove au centre. Ces différences sont importantes parce qu'elles empêchent de réduire la French Touch à une seule formule. Stardust pousse cette logique jusqu'à l'éclair parfait. Le projet réunit Thomas Bangalter, Alan Braxe et Benjamin Diamond autour d'un morceau devenu emblématique. Stardust ne construit pas une longue carrière. Le projet laisse surtout une trace fulgurante, comme si un seul morceau pouvait fixer l'image d'un mouvement entier. Autour de cette période, plusieurs artistes élargissent encore le paysage. Saint-Germain apporte une élégance deep house et jazz. Dimitri From Paris développe un rapport sophistiqué au disco et au lounge. Étienne de Crécy donne, avec Super Discount, une forme presque conceptuelle au son français. Alex Goffer, Damon, I, DJ Falcon, Alan Braxe, Fred Folk, Mojo, Super Funk, Bob Sinclair, Mirway ou DJ Cam participent à cette visibilité nouvelle, mais chacun avec une couleur différente. La French Touch devient alors plus qu'un son. Elle devient une manière de présenter la musique. Les pochettes, les logos, les clips et les graphismes jouent un rôle énorme. Le collectif H5, lié notamment à Air, Alex Goffer, Étienne de Crécy ou Cassius, participe à cette identité visuelle. Les Français ne vendent pas seulement des morceaux, ils vendent des objets, des images, des signes. Plus tard, Ed Banger fera de cette relation entre son et graphisme l'un de ses principes centraux. Le succès finit pourtant par créer une fatigue. Quand un mot fonctionne trop bien, l'industrie s'en empare. À la fin des années 90, l'étiquette French Touch devient désirable, puis trop utilisée. Les maisons de disques cherchent leurs producteurs français, leurs morceaux filtrés, leurs visuels élégants, leurs promesses d'exportation. Une partie du mouvement se transforme en formule. Certains artistes prennent leur distance, d'autres changent de direction. Le terme devient parfois encombrant, presque suspect, parce qu'il regroupe trop de choses et finit par simplifier ce qu'il devait révéler. La suite se joue en partie avec Pedro Winter. Son rôle est central, mais il appartient surtout à la transmission entre la première vague et les années 2000. Pedro Winter, plus connu sous le nom de Buzzy P, a d'abord joué un rôle décisif dans l'ombre. Il a été le manager des Daft Punk pendant leur ascension internationale. De 1996 à 2008, il observe de près la manière dont un duo électronique peut devenir un mythe mondial.
Il comprend l'importance du contrôle artistique, de l'image, du label, du rapport au public et de l'international. En 2003, il fonde Headbanger Records, qui va donner à l'électronique française une nouvelle visibilité. Headbanger ne reproduit pas simplement la French Touch. Le label arrive dans un autre monde. Internet modifie la circulation des sons et des images. Les blogs musicaux deviennent influents. Les clips se partagent autrement. Les festivals prennent une place plus importante. La musique électronique ne se limite plus à un réseau de clubs et de disquaires spécialisés. Elle devient aussi une culture graphique, vestimentaire, communautaire. Pedro Winter comprend cette mutation et construit un label qui fonctionne presque comme une famille visuelle et sonore. Justice devient l'emblème le plus puissant de cette deuxième vague. Gaspard Roger et Xavier de Roné héritent forcément des Daft Punk, mais leur musique se tourne vers une énergie plus sombre, plus saturée, plus proche du rock dans son impact. L'univers visuel compte autant que le son. La croix, les clips, les pochettes, les concerts, cette manière de transformer l'électronique en spectacle massif. Justice ne cherche pas seulement à prolonger les années 90. Le duo durcit l'héritage et l'adapte à une génération plus frontale. DJ Mehdi, quant à lui, apporte une dimension indispensable. Son parcours commence dans le rap français, avec Ideal G, 113, La Mafia, puis il rejoint Headbanger, puis il relie deux mondes que l'on a trop souvent séparés. Sa présence empêche de raconter la French Touch comme une histoire uniquement parisienne, versaillaise, élégante ou bourgeoise. Mehdi rappelle que le sample, le groove, la production et la culture du studio circulent également entre les scènes, les quartiers, les publics. Il donne à cette deuxième vague une profondeur humaine et sociale que l'on oublie parfois. Autour d'Headbanger, Mr Oizo impose une étrangeté plus sèche. Sébastien pousse la saturation. Breakbot ramène une douceur funk. Buzzy P devient lui-même une figure publique du label. Dans ce même paysage, Kavinsky développe une imagerie rétro-futuriste. Sébastien Tellier explore une pop électronique plus sensuelle. Vitalik travaille une énergie plus techno. Parawan, Yuxik ou The Supreme Lovers prolongent chacun une partie de l'héritage. À ce stade, la French Touch n'est plus un mouvement fermé. Elle devient une empreinte. La France n'a pas révolutionné la musique électronique en inventant la house ou la techno. Elle n'a pas créé les premiers raves, ni les premiers sampleurs, ni les premiers synthétiseurs. Son rôle est ailleurs. Elle a changé la manière dont l'électronique pouvait être produite, montrée ou exportée. Avec les Daft, le producteur devient une figure presque mythologique. Avec Air, les machines retrouvent une lenteur, une élégance instrumentale, une relation forte au cinéma. Avec Cassius et Philippe Zdar, le studio devient un lieu de chaleur et de pression physique. Avec Pedro Winter et Headbanger, le label devient un univers graphique complet. Avec DJ Mehdi, le rap et l'électro cessent d'être deux mondes séparés. C'est ce mélange qui donne sa force à la French Touch. Elle ne tient pas dans une seule ville, ni dans un seul nom, ni dans un seul son. Paris lui donne ses lieux, ses labels et sa visibilité. Versailles lui apporte une couleur pop et instrumentale. Les États-Unis lui fournissent une partie de ses racines house, funk, disco et hip-hop. L'Angleterre lui offre une caisse de résonance médiatique. Et les producteurs français assemblent tout cela et en font une signature. Le terme French Touch reste imparfait. Certains artistes l'ont accepté, d'autres s'en sont méfiés. Il réunit des musiciens qui n'avaient pas toujours la même ambition, mais il a le mérite de désigner un moment précis. Celui où la France, longtemps considérée comme périphérique dans la culture électronique de club, devient un pays observé, copié, commenté et exporté. Derrière son apparence un peu chic, French Touch désigne un vrai changement de regard. Pendant quelques années, la France n'est plus seulement un pays qui reçoit les grandes révolutions musicales venues d'ailleurs. Elle les reformule, elle les stylise, les rend visibles, puis les renvoie au monde avec une identité nouvelle. Et c'est peut-être là que se trouve la révolution. Pas dans l'intention du genre pur, mais dans la capacité à donner une forme française à une musique déjà mondiale. Une forme faite de studios, de samples, de filtres, de claviers analogiques, de graphismes, de clips, de grooves et d'images. Une forme assez forte pour que 30 ans plus tard, le mot French Touch évoque encore une époque où la France a changé sa place dans la musique moderne.